A year when Africa stopped whispering and began to roar. Across the Atlantic, Washington and Brussels watch in disbelief. For decades, the West saw Africa as nothing more than a warehouse of raw materials: cobalt for electric cars, gold for global banks, cocoa for sweet chocolate dreams. But suddenly, 10 nations have slammed the gates shut. No more exporting their future at bargain prices, no more silent obedience to foreign powers. In the heart of this storm stands a new generation of African leaders, proud, unyielding, and determined to seize their destiny. Among them, one figure rises like a flame in the dark: President Ibrahim Traoré of Burkina Faso. With bold strokes, he has nationalized gold mines, challenged multinational giants, and dared the West to face a new reality: Africa will no longer be plundered. For Americans who remember the oil crisis of 1973, this moment feels hauntingly familiar. Once again, a continent once dismissed as powerless is shaking the very foundations of Western prosperity. The question is no longer whether Africa can survive without the West, but whether the West can survive without Africa. If you believe this awakening has only just begun, subscribe now and join us on this journey. Une année où l'Afrique a cessé de murmurer pour commencer à rugir. À Washington comme à Bruxelles, l'incrédulité domine. Pendant des décennies, l'Occident a considéré l'Afrique comme un simple entrepôt de matières premières. Le cobalt pour les voitures électriques, l'or pour les banques mondiales, le cacao pour adoucir les rêves sucrés de l'Europe. Mais soudain, 10 nations africaines ont fermé les grilles. Plus question de brader leur avenir, plus question d'obéir en silence à des puissances étrangères. Au cœur de cette tempête se lève une nouvelle génération de dirigeants africains, fiers, intransigeants, déterminés à saisir leur destin. Parmi eux, une figure s'impose comme une flamme dans la nuit: le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. D'un geste audacieux, il a nationalisé des mines d'or, défié les géants multinationaux et osé annoncer à l'Occident une vérité simple: l'Afrique ne sera plus pillée. Pour ceux qui se souviennent de la crise pétrolière de 1973, ce moment résonne étrangement. Une fois encore, un continent longtemps jugé impuissant secoue les fondations mêmes de la prospérité occidentale. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut survivre sans l'Occident, mais si l'Occident peut survivre sans l'Afrique. Si vous croyez que l'éveil africain ne fait que commencer, abonnez-vous et suivez cette histoire jusqu'au bout. L'onde de choc a commencé discrètement, presque en silence, mais ses répercussions se sont répandues comme un séisme. En août 2025, 10 pays africains, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont annoncé ensemble une décision historique: interdire l'exportation de leurs matières premières stratégiques: cobalt, uranium, or, manganèse, cacao. Autant de richesses qui, depuis des siècles, alimentaient la prospérité occidentale. Désormais, ces ressources seraient réservées en priorité au développement du continent. Pour le Burkina Faso, dirigé par le président Ibrahim Traoré, ce fut une déclaration de souveraineté sans équivoque. « Nous ne sommes plus des spectateurs de notre propre destin », aurait-il affirmé devant une foule rassemblée à Ouagadougou. Cette phrase, reprise par les médias africains, résonna comme un coup de tonnerre. Car derrière ces mots se cachait une stratégie précise: reprendre le contrôle des richesses nationales afin d'investir directement dans les infrastructures, l'éducation et la santé. Les réactions ne se firent pas attendre. À Bruxelles, plusieurs commissaires européens parlèrent d'un précédent dangereux qui pourrait déstabiliser les marchés mondiaux. À Washington, certains analystes comparèrent ce geste à un nouvel embargo, rappelant la crise pétrolière qui avait bouleversé l'Occident dans les années 1970. Les chaînes d'information américaines diffusèrent des images de mines d'or à ciel ouvert au Burkina Faso, soulignant l'ampleur du défi posé par ce petit pays sahélien de 20 millions d'habitants. Pourtant, du côté africain, l'atmosphère était radicalement différente. Dans les rues de Bamako, Niamey et Ouagadougou, des foules en liesse célébrèrent la décision. Les drapeaux flottaient, les tambours résonnaient et l'espoir renaissait. Enfin, l'Afrique osait dire non. Enfin, elle se levait pour défendre ses intérêts au prix de tensions diplomatiques inévitables. Ce basculement, qui plaçait le Burkina Faso et Ibrahim Traoré au cœur de l'actualité africaine, marquait un point de non-retour. Car il ne s'agissait pas seulement d'économie, mais d'un affrontement idéologique, l'affirmation d'une dignité longtemps piétinée. Mais ce n'était là que le début, le prélude à une confrontation beaucoup plus intense où les réactions internationales atteindraient leur paroxysme. Le tournant décisif survint quelques jours seulement après l'annonce. L'Occident, surpris par l'unité de ces 10 nations africaines, réagit avec une rapidité inhabituelle. Les marchés boursiers de Londres et de New York s'affolèrent. Le prix du cobalt grimpa de 15% en une semaine. Celui de l'or franchit un seuil historique. Les experts économiques parlaient déjà d'un choc africain.
Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré devint la figure centrale de cette tempête. Son visage, projeté sur les écrans de télévision du monde entier, symbolisait l'audace d'un continent qui refusait désormais de plier. Ses discours, sobres mais tranchants, galvanisaient les foules. Nos richesses appartiennent à nos enfants, pas aux multinationales. Cette phrase devint un slogan peinte sur les murs de Ouagadougou et partagé des millions de fois sur les réseaux sociaux africains. À Washington, les premiers débats éclatèrent au Congrès. Certains élus réclamèrent des sanctions économiques, arguant que la sécurité énergétique et industrielle des États-Unis était menacée. D'autres, plus prudents, soulignaient qu'une confrontation frontale risquait d'accélérer le rapprochement entre l'Afrique et de nouveaux partenaires comme la Chine ou la Russie. Les médias américains, eux, oscillèrent entre admiration et inquiétude. Admiration pour le courage d'un petit pays comme le Burkina Faso, inquiétude face aux conséquences géopolitiques mondiales. En Europe, la réaction fut teintée d'arrogance et de panique. Des éditoriaux de journaux influents accusèrent Traoré et ses alliés de populisme dangereux et de nationalisme économique suicidaire. Pourtant, en coulisses, les mêmes institutions commençaient à négocier discrètement, conscientes qu'aucune industrie verte ne pouvait fonctionner sans le cobalt africain. Mais le moment le plus intense se produisit dans les rues d'Afrique. À Bamako, une marée humaine descendit sur la place de l'Indépendance, brandissant des pancartes « Nos ressources, notre avenir, vive Ibrahim Traoré ». À Niamey, des étudiants brûlèrent symboliquement de vieux billets en francs CFA, dénonçant l'emprise monétaire coloniale. Au Burkina Faso, des chants ancestraux résonnèrent dans la nuit. C'était la voix d'un peuple qui, après des décennies de silence, retrouvait la fierté de se tenir debout. Ce crescendo d'émotions et de tensions ouvrait la voie à une confrontation encore plus explosive. Alors que les rues africaines vibraient d'enthousiasme et de défi, l'onde de choc atteignit son apogée dans les capitales occidentales. À Bruxelles, une réunion d'urgence des ministres de l'énergie tourna au cauchemar. Chaque pays cherchait à sécuriser ses propres approvisionnements, révélant une fracture profonde au sein de l'Union européenne. En Allemagne, les géants de l'automobile alertaient déjà. Sans cobalt congolais, sans lithium namibien, la transition vers le véhicule électrique risquait de s'effondrer. Aux États-Unis, la Maison-Blanche convoqua ses conseillers en sécurité nationale. Un mémorandum confidentiel, rapidement divulgué dans la presse, reconnaissait ce que beaucoup n'osaient pas dire à voix haute. Pour la première fois depuis un demi-siècle, l'Afrique détient un levier stratégique sur l'économie occidentale. Cette phrase, simple mais lourde, provoqua un séisme médiatique. Face à cette pression, l'Occident adopta une double stratégie. Officiellement, il dénonçait une violation des principes du libre-échange et menaçait de représailles commerciales. Officieusement, des délégations discrètes se rendaient à Ouagadougou, à Harar, à Windhoek, tentant d'ouvrir des canaux de négociation. Mais la réponse africaine demeura ferme. Si vous voulez nos ressources, venez construire nos usines, venez créer nos emplois. Ce discours résonnait d'autant plus fort qu'il s'appuyait sur un contexte géopolitique nouveau. Pékin, Moscou, Ankara et New Delhi intensifiaient leurs visites diplomatiques, multipliant les promesses d'investissement. L'Afrique n'était plus isolée, elle pouvait désormais choisir ses partenaires, jouer sur plusieurs tableaux et dicter ses conditions. Dans ce bras de fer, l'image de l'Afrique changeait radicalement. Hier encore perçue comme une périphérie dépendante, elle apparaissait désormais comme un centre de gravité incontournable. Pour les populations africaines, ce basculement était plus qu'économique, il était existentiel. On n'exportait plus seulement du cobalt ou du cacao, on exportait un message clair au monde entier. L'ère du pillage était terminée. Dans les rues d'Abidjan, de jeunes vendeurs de cacao répétèrent fièrement « Nos fèves valent plus que de l'or et cette fois, c'est nous qui fixons le prix ». À Ouagadougou, des mineurs de Koudougou levèrent leurs pioches en signe de victoire, conscients que leur labeur ne serait plus au service d'actionnaires lointains, mais de leur propre famille. Jamais depuis les indépendances des années 1960, l'Afrique n'avait parlé d'une voix aussi puissante. Et jamais, peut-être, l'Occident ne s'était senti aussi vulnérable. L'effet domino fut immédiat. Dans les semaines qui suivirent les interdictions africaines, les cours mondiaux des matières premières s'envolèrent. À Wall Street, les analystes parlaient d'une nouvelle crise des ressources, rappelant celle du pétrole en 1973. Les chaînes de production, déjà fragilisées par les séquelles de la pandémie et des tensions commerciales avec la Chine, furent plongées dans un chaos inédit. Aux États-Unis, le secteur des véhicules électriques, pilier de la transition énergétique voulue par Washington, fut frappé de plein fouet. Tesla et General Motors annoncèrent des retards de livraison, incapables de sécuriser des approvisionnements stables en cobalt et en lithium. Pour la première fois, les géants américains dépendaient directement de décisions prises à Kinshasa ou à Harare. Dans les talk-shows télévisés, des commentateurs conservateurs accusaient l'administration de perdre l'Afrique au profit de nouveaux concurrents.
En Europe, l'impact fut tout aussi brutal. L'industrie du chocolat, symbole de la culture gourmande du continent, vit ses marges s'effondrer. Les décisions de la Côte d'Ivoire et du Ghana de réduire les contrats à terme en cacao provoquèrent une panique boursière. En Allemagne et en France, les médias titraient « L'Afrique coupe le robinet », soulignant à quel point la dépendance à ces matières premières avait été négligée. Mais les conséquences ne furent pas seulement économiques. Elles touchèrent également la psychologie politique de l'Occident. Depuis des siècles, l'Europe et l'Amérique considéraient l'Afrique comme une arrière-cour, un espace de ressources à ciel ouvert. Le simple fait que 10 nations puissent bien coordonner leur politique, sans alliance formelle, ébranla cette perception. Des éditorialistes reconnurent que l'équilibre du pouvoir mondial est en train de basculer. À Washington, le Pentagone publia un rapport classifié, rapidement fuité dans la presse, qui alertait sur la vulnérabilité stratégique des États-Unis face à une Afrique désormais maîtresse de ses richesses. L'armée américaine, longtemps habituée à intervenir pour protéger des intérêts miniers ou pétroliers, se retrouvait face à une réalité nouvelle. Une intervention directe serait perçue comme une déclaration de guerre coloniale. Dans les rues d'Europe, les consommateurs ordinaires commencèrent à ressentir le choc. Le prix des smartphones, dépendant de batteries à base de cobalt, grimpa de 20%. Les tablettes et ordinateurs, produits en Asie mais alimentés par des minéraux africains, suivirent la même tendance. Les médias parlèrent de la fin de l'illusion des prix bas, permise par le pillage des ressources africaines. Ainsi, l'onde de choc africaine ne se limitait pas aux salles de marché. Elle s'invitait dans les foyers occidentaux, dans les supermarchés, dans les usines. L'Afrique, autrefois invisible dans la vie quotidienne des Américains et des Européens, s'imposait désormais comme une puissance incontournable. Face à cette secousse, les gouvernements occidentaux se divisèrent. Aux États-Unis, certains sénateurs plaidèrent pour des sanctions économiques contre les pays rebelles. D'autres, plus pragmatiques, insistèrent sur la nécessité de réengager l'Afrique avec des partenariats équitables, reconnaissant que le temps des diktats unilatéraux était révolu. Le débat révéla une fracture profonde dans la classe politique américaine. Fallait-il continuer à traiter l'Afrique comme une périphérie ou accepter qu'elle devienne un acteur central du XXIe siècle ? En Europe, la confusion fut tout aussi grande. Bruxelles convoqua en urgence un sommet extraordinaire sur la sécurité énergétique et minière. Mais les conclusions restèrent vagues. Diversifier les sources, accélérer la recherche de substituts, négocier directement avec les États africains. Or, aucune de ces solutions ne pouvait être mise en œuvre à court terme. Les industriels, eux, pressèrent déjà leur gouvernement. Sans cobalt africain, pas de batterie, pas de voitures électriques. Sans cacao africain, pas de chocolat dans les rayons. Pendant ce temps, d'autres puissances saisirent l'opportunité. La Chine, l'Inde, la Turquie et la Russie intensifièrent leurs investissements sur le continent, proposant des accords de coentreprise, de transfert de technologies et de financement d'infrastructures. Pour Pékin notamment, la décision africaine représentait une confirmation. L'avenir de la croissance mondiale se jouerait à Ouagadougou, à Kinshasa et à Harare, autant qu'à New York ou Berlin. Cette redistribution des cartes eut des conséquences géopolitiques directes. L'OTAN s'inquiéta du risque de perte d'influence en Afrique, ce qui pourrait affaiblir l'Occident dans son bras de fer avec la Chine et la Russie. Mais sur le terrain africain, les populations voyaient autre chose, la fierté de voir leur gouvernement reprendre le contrôle des richesses nationales. Les rues de Ouagadougou, d'Abidjan ou de Lusaka résonnaient de slogans appelant à l'unité africaine et à la fin du néocolonialisme. Dans ce contexte, le nom d'Ibrahim Traoré revenait souvent dans les discours et les articles. Le président du Burkina Faso, en nationalisant 5 mines d'or, avait frappé un coup symbolique d'une rare intensité. Pour ses partisans, il incarnait la voix d'une Afrique souveraine, capable de dire non aux multinationales et aux vieilles puissances. Pour ses détracteurs, il représentait un danger pour la stabilité des investissements. Mais qu'on l'admire ou qu'on le critique, une chose était certaine, il ne laissait personne indifférent. Ainsi, les décisions africaines de 2025 ne furent pas seulement un geste économique. Elles devinrent un test de résilience pour l'Occident et une proclamation de dignité pour l'Afrique. Le vieux monde marchand vacillait et un nouveau récit se dessinait sous nos yeux, celui d'un continent qui n'acceptait plus d'être exploité, mais exigeait de compter. À Washington, la surprise fut totale. Les décideurs américains avaient toujours considéré l'Afrique comme une zone secondaire de leur politique étrangère, utile pour sécuriser certaines bases militaires et quelques ressources stratégiques. Mais la vague de restrictions de 2025 changea la donne. Soudain, l'Afrique s'imposait comme une pièce centrale du puzzle économique mondial. Le gouvernement réagit d'abord par l'inquiétude. Le département d'État publia un communiqué rappelant l'importance du libre-échange et appelant les pays africains à ne pas fermer la porte à la coopération. Mais dans les couloirs du Congrès, le ton était plus alarmiste.
Certains représentants affirmèrent que les États-Unis étaient en train de perdre la bataille des minéraux face à la Chine. D'autres dénoncèrent ce qu'ils appelaient le chantage africain. Dans les médias, le débat prit une ampleur nationale. Sur CNN, des experts expliquaient que sans cobalt congolais et sans lithium zimbabwéen, la transition énergétique américaine risquait de s'enliser. Fox News, de son côté, parlait d'un désastre stratégique causé par la négligence des administrations successives qui avaient ignoré l'importance de l'Afrique. Les journaux économiques comme le Wall Street Journal publièrent des éditoriaux pressant la Maison-Blanche d'investir dans de nouvelles alliances africaines. Mais au-delà des élites, l'opinion publique américaine découvrit une réalité souvent occultée: la dépendance quotidienne aux ressources africaines. Les hausses de prix sur les smartphones, les véhicules électriques et même les bijoux commencèrent à toucher le consommateur moyen. Dans les talk-shows du soir, des citoyens exprimaient leur étonnement. Comment se fait-il que l'avenir de notre industrie dépende de décisions prises au Burkina Faso ou en Namibie? Cette prise de conscience nourrissait un double sentiment. D'un côté, une inquiétude. Les États-Unis risquèrent de perdre leur confort économique et leur sécurité industrielle. De l'autre, une forme de respect mêlée de frustration. Pour la première fois, des nations africaines osaient imposer leurs conditions et elles semblaient réussir. Au sein du Pentagone, un document interne évoqua un basculement stratégique. Si l'Afrique consolidait son unité économique, elle pourrait devenir un acteur aussi incontournable que le Moyen-Orient au XXe siècle. Pour certains généraux, il s'agissait d'un défi de sécurité nationale, pour d'autres, d'une invitation à repenser complètement les alliances américaines. Ainsi, du Capitole aux foyers américains, la question africaine s'imposa comme une priorité. Non plus une périphérie lointaine, mais un centre nerveux capable d'influencer la vie quotidienne de millions de citoyens américains. En Europe, la réaction fut empreinte de panique mêlée de résignation. Berlin s'alarma immédiatement des conséquences pour son industrie automobile, déjà fragilisée par la transition énergétique. Paris, elle, s'inquiéta de l'effondrement de son influence politique en Afrique de l'Ouest, où les drapeaux français brûlaient dans les rues de Ouagadougou et de Bamako. À Bruxelles, les commissaires parlaient d'autonomie stratégique. Mais les industriels rappelaient une vérité brutale. Sans ressources africaines, aucune stratégie européenne ne tiendrait. La Chine, en revanche, vit dans la crise une confirmation de son intuition. Pékin avait investi depuis 2 décennies dans les infrastructures africaines. Chemins de fer, ports, barrages, zones économiques spéciales. Lorsque l'Afrique se referma sur ses richesses, elle n'exclut pas ses partenaires stratégiques et la Chine fut la première à en bénéficier. Les médias chinois présentèrent cette nouvelle ère comme un partenariat gagnant-gagnant, une revanche de l'histoire où l'Asie et l'Afrique bâtissaient ensemble un nouvel ordre économique. La Russie, elle, renforça ses liens militaires et énergétiques avec plusieurs capitales africaines. Moscou proposa des accords de défense en échange d'un accès privilégié à certaines ressources. Dans le contexte de son isolement diplomatique vis-à-vis de l'Occident, le Kremlin voyait dans l'Afrique un terrain de coopération vital pour contourner les sanctions occidentales. L'Inde suivit de près, consciente que sa croissance démographique et industrielle nécessitait un accès durable aux ressources africaines. New Delhi proposa des programmes de formation et de technologie agricole, cherchant à se différencier par une approche de solidarité sud-sud. La Turquie et les pays du Golfe, quant à eux, multiplièrent les visites officielles. Ankara chercha à étendre son influence culturelle et commerciale, tandis que Doha et Riyad investirent massivement dans l'énergie solaire et les ports africains, anticipant une Afrique qui ne serait plus un fournisseur brut, mais un véritable centre de production et de consommation. Dans ce concert international, une chose était claire, l'Afrique n'était plus un simple spectateur, les marchés financiers mondiaux intégrèrent désormais une variable nouvelle, la décision souveraine des États africains. Chaque discours de dirigeants comme Ibrahim Traoré ou Félix Tshisekedi pouvait faire fluctuer les cours du cobalt ou de l'or sur les bourses de Londres et de New York. Le monde entier semblait redécouvrir une vérité ancienne. Celui qui contrôle les ressources contrôle l'avenir. Et en 2025, ce n'était plus l'Occident mais bien l'Afrique qui tenait les clés. Alors que le monde croyait avoir compris la trajectoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, un événement inattendu bouleversa toutes les certitudes. En 2026, Ouagadougou annonça la création d'une alliance panafricaine des ressources stratégiques. L'idée semblait irréalisable quelques années plus tôt. Unir les nations africaines non pas seulement dans les discours, mais dans une structure commune, où l'or, le manganèse, l'uranium et le cobalt seraient gérés collectivement. Pour l'Occident, ce fut un choc. Les chancelleries européennes avaient toujours parié sur les divisions internes entre pays africains. Mais soudain, Bamako, Niamey, Conakry et même Kinshasa parlèrent d'une seule voix aux marchés internationaux. Les contrats ne se négociaient plus individuellement, mais dans le cadre d'une alliance qui imposait ses prix et ses conditions.
Le rôle de Traoré dans cette transformation fut central. Sa rhétorique simple mais ferme, son appel à la dignité et son insistance sur l'unité africaine avaient trouvé un écho inattendu. Il ne s'agissait plus seulement d'un jeune capitaine devenu président par les armes, mais d'un leader qui transformait les règles du jeu mondial. Les réactions ne se firent de pas attendre. Washington convoqua une réunion d'urgence avec ses alliés européens. Pékin y vit une opportunité historique de renforcer son partenariat. Moscou salua une seconde décolonisation. Quant aux peuples africains, ils ressentaient une fierté nouvelle. Pour la première fois depuis des siècles, leurs ressources ne leur échappaient le plus. Mais ce n'était que le début, car derrière l'Alliance se cachait une autre surprise, plus radicale encore. Quelques mois après la fondation de l'Alliance panafricaine des ressources stratégiques, Ibrahim Traoré frappa un second coup d'éclat. Dans un discours solennel à Ouagadougou, retransmis en direct dans toute l'Afrique, il annonça la création d'une monnaie commune africaine adossée non pas au dollar ou à l'euro, mais à un panier de matières premières, or, cacao, uranium et cobalt. Ce fut un véritable séisme financier. Pour la première fois, les pays africains osaient défier ouvertement l'hégémonie monétaire occidentale. À Paris, les analystes comprirent que le franc CFA, symbole de dépendance, vivait ses dernières heures. À Washington, la Réserve fédérale alerta la Maison-Blanche sur l'effet domino que pourrait avoir une telle initiative dans d'autres régions du monde. Mais au-delà des réactions internationales, l'impact le plus fort se fit sentir sur le continent lui-même. Dans les rues de Dakar, d'Abidjan et de Bamako, des foules brandissaient des pancartes « Notre richesse, notre monnaie, notre avenir ». Pour beaucoup, ce moment marquait la fin d'une longue humiliation, le début d'une ère de souveraineté retrouvée. Traoré, dans sa déclaration, résuma cette vision d'une phrase qui résonna comme un manifeste. « Nous ne quémandons plus l'autorisation d'exister. Nous sommes debout et nous décidons pour nous-mêmes. » Le jeune président du Burkina Faso n'était plus seulement un symbole local. Il devenait une icône mondiale de résistance et d'espoir. Et désormais, chaque décision prise à Ouagadougou pouvait influencer non seulement l'avenir de l'Afrique, mais aussi celui du monde entier. Le Burkina Faso, ce petit pays longtemps oublié des cartes géopolitiques, devint soudain le centre d'une renaissance africaine. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, les routes furent reconstruites, les champs reverdirent, et une jeunesse autrefois condamnée à l'exil trouva une raison de rester, de bâtir, de rêver. Au-delà du Burkina Faso, c'est toute l'Afrique qui leva la tête. De Dakar à Dar et Salam, de Kinshasa au Caire, les peuples comprirent que leur destin n'était pas écrit ailleurs, mais dans leurs propres mains. L'écho des paroles de Traoré résonnait comme une promesse « Nous ne demandons pas la permission d'être libres. Nous nous levons pour conquérir notre liberté. » Et dans ce souffle nouveau, une évidence s'imposa « L'Afrique ne serait plus jamais réduite au silence. » Elle parlait désormais d'une voix claire, forte, et le monde devait l'écouter. Si vous croyez que l'héritage d'Ibrahim Traoré incarne l'espoir d'un continent debout, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour suivre le chemin d'une Afrique qui refuse de plier et qui avance vers sa véritable souveraineté. Que Dieu bénisse l'Afrique.